Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Et bienvenue sur Agoram Business. Au sommaire de cette première édition, la visite d'Inortex, un nouvel acteur de l'économie circulaire. Vous allez aussi découvrir le robot poisson le plus performant du marché. Pour la rentrée, nous avons rencontré Laurent Carraro, le directeur général d'Arts et Métiers ParisTech. Toujours du côté de l'école, nous vous amènerons dans les laboratoires de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. Les ingénieurs sont-ils devenus une denrée rare? Ponticelli et SPIE Oil & Gas nous apporteront leurs témoignages. Et puis direction Iéna, avec une interview de Jacques Paccard, le tout nouveau président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers. Nous analyserons les contraintes de l'énergie et des métaux dans l'automobile avec deux spécialistes. Enfin, Claude Vartel, ingénieur CETIM, nous parlera du cœur artificiel. Allez, jingle. Connaissez-vous l'économie circulaire, Eric? Pas tellement. Eh bien, ce concept économique inspiré par le développement durable vise une utilisation plus efficace de nos ressources. Les filières commencent à se constituer. Alors, nous nous sommes rendus à Angers, chez Inortex. Cette société récupère des résidus de production d'usines. Ces matériaux mousses et textiles sont revalorisés après consommation. Rencontre avec Richard Papin, ingénieur Arts et Métiers, qui préside cette usine. Alors, on est effectivement dans une économie circulaire. C'est on va dire un nouveau mot ou une nouvelle expression qui est en vogue aujourd'hui. Notre objectif, il est vraiment de réutiliser des matériaux à notre disposition. Donc, ce sont des déchets de production. Ce sont des déchets qui sont enfouis post-consommation. Et ensuite, de refaire des nouveaux matériaux innovants, avec des brevets, ils nous permettent vraiment de redonner de la valeur à ces matériaux-là. Ces plaques vont être ensuite introduites dans cette machine de torture, qui va nous permettre de réduire les gros morceaux que nous avions en tout petits morceaux, donc en flocons, de différentes tailles, mais aussi avec des facettes tranchées et non pas déchiquetées. Donc c'est une opération sur laquelle on fait vraiment très très attention pour avoir une bonne qualité de produit. RoboLunch à San Francisco. C'est un peu le festival de Cannes des ingénieurs roboticiens avec son concours, le RoboHub. Christophe Tirabi, ingénieur Arts et Métiers et président fondateur de RoboSwim, a remporté les suffrages du public avec Jessico, le plus petit robot subaquatique du monde. Son concepteur nous présente les capacités techniques de ce poisson ultra connecté. Ce robot a la particularité d'avoir une sorte de tête chercheuse à l'avant. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir utiliser cet attracteur. Et on voit qu'avec l'attracteur, le robot va bouger, voilà, et va essayer d'aller vers cet attracteur. Donc ça, c'est le principe. Et donc, le robot, on va pouvoir le faire aller où on veut. Donc, on a un système de balises dans le volume. Donc, il va pouvoir nager, aller faire une chorégraphie. Mais on peut aussi demander à un robot d'être lui-même l'attracteur. Et c'est ce qui va nous permettre de faire des bandes de robots poissons, avec un robot qui nage comme il veut, et puis tous les autres robots qui le suivent. C'est la rentrée. Et cette année, 1024 élèves ont été admis. Voici l'interview enregistrée cet été de Laurent Carraro, directeur général de l'école. Premier bilan 2014, nouvelle maquette pédagogique. Laurent Carraro nous détaille les projets en cours. Nous l'écoutons. On travaille sur deux axes en même temps. Un premier axe qui est un axe de positionnement thématique de l'établissement. Donc, quelles sont nos compétences, par exemple, dans le domaine des matériaux? Quelles sont nos compétences dans le domaine des procédés? Par exemple, prenons la fonderie, comment répartissons-nous nos compétences en fonderie sur l'ensemble des territoires, etc., etc. On parle des matériaux, des procédés, on va parler du génie industriel, on va parler tout un tas de thèmes de ce type-là. Et puis un positionnement dans l'autre sens, orthogonal en quelque sorte, qui est un positionnement sectoriel, qui est de se dire il faut, dans le cadre des relations que nous nouons avec le milieu économique, que nous soyons capables d'expliciter un certain nombre d'actions en termes de filières ou de secteurs d'activité. On pense à la mobilité, on pense à l'énergie, on pense à l'habitat, on pense à la santé. Et puis j'en ajoute un qui est un thème supplémentaire sur lequel notre école ne peut pas être absente, qui est celui de l'usine du futur. Situé sur le campus de Paris, l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, anciennement laboratoire de biomécanique, s'intéresse au mouvement de notre corps. Mécanicien, orthopédiste, spécialiste de l'imagerie, automaticien, radiologue, physicien, tous se retrouvent dans cet espace scientifique commun. Philippe Rouche, le directeur du laboratoire, nous a ouvert ses portes.
C'est un institut de recherche multidisciplinaire puisqu'on va retrouver en ce lieu des ingénieurs mais aussi des cliniciens. Donc on va retrouver des chirurgiens orthopédistes, des neurochirurgiens, des kinésithérapeutes dont le but du jeu est de travailler sur l'ingénierie pour la santé. Donc voilà, avec toutes les caméras qu'il y a ici, à partir de 2 caméras minimum, on peut reconstruire donc, les positions des billes en 3D. Donc ici vous les voyez. Donc pour l'instant on voit que les billes parce qu'on est sur les pourtours de la zone, mais dès qu'il va rentrer dans la zone vraiment calibrée, automatiquement le modèle qu'on a créé permet de retrouver les différents segments du sujet et du fauteuil et de pouvoir suivre ses mouvements au cours de son déplacement, et de manière automatique et en temps réel. Avec une rémunération brute annuelle de près de 42 000 €, légèrement supérieure à celle de 2013, les promus d'Arts et Métiers ParisTech restent prisés, comme le confirme d'ailleurs la dernière enquête de la CGE. En effet, les études soulignent le manque d'ingénieurs en France. Attirer les jeunes talents prometteurs reste un vrai challenge. 2 entreprises, Ponticelli et Spiller Gas, ont témoigné sur le sujet. C'est compliqué de recruter un ingénieur ? Oui, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, quand on prend un jeune ingénieur, il faut faire le bon choix. Il faut en fait que le jeune ingénieur sache ce qu'il peut attendre de l'entreprise, sache quelle idée il se fait de sa carrière, et il faut que l'entreprise elle comprenne que la personne qu'elle va recruter pourra rendre le service attendu. Et aujourd'hui, les grosses difficultés ne sont pas tant le niveau, on va dire, de compétences acquis par l'ingénieur en matière de connaissances techniques, parce que là, je pense qu'on a un très bon niveau sur la France. Les problèmes sont liés, et je pense que mon collègue de SPI a les mêmes problèmes, sont liés avec la mobilité, la perspective de carrière, que peut-on offrir à la personne. C'est là où on a la vraie difficulté à savoir, les gens sont-ils mobiles, et puis la notion d'humain, on faudra qu'on en reparle plus longuement, mais la notion d'humain est très très importante dans nos métiers. De son parcours à la SAGEM, où il a dirigé 10 000 personnes, Jacques Paccard, le nouveau président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers, nous a confié sa première interview. L'ancien capitaine d'industrie parle de l'association et du cap qu'il souhaite lui faire prendre. Écoutons-le. La synergie entre l'école, la fondation, la Société des anciens et l'Union des élèves est un élément essentiel. C'est vraiment ce qui nous motive principalement, parce que nous avons beaucoup de travail à faire encore pour améliorer l'image de marque, se présenter comme une institution prestigieuse, de l'école aux élèves en passant par la fondation. Nous avons comme défi d'attirer plus de jeunes filles, parce que le métier d'ingénieur est encore trop masculin et nous devons faire cet effort de parité, de façon à ce que l'on puisse participer à des formations originales également, et puis assurer pleinement notre rôle social dans la société, auprès de l'école, auprès des jeunes, en essayant de les aider au mieux pour leur développement personnel. C'est une tradition à l'hôtel Iéna. Tous les lundis, les groupes professionnels Arts et Métiers organisent des manifestations. Ils diffusent une information technique et économique en interrogeant des spécialistes sur des sujets d'actualité. Pour cette rentrée, le groupe professionnel automobile a cherché à mieux comprendre l'évolution du secteur face à 2 de ses contraintes que sont l'énergie et les métaux. En effet, l'automobile a fortement changé ces dernières années. Véhicules communicants, Véhicules électriques, véhicules hybrides. Nicolas Meillan et Philippe Biouix, experts en énergie et métaux, ont fait le point sur les futures innovations liées à l'évolution des ressources énergétiques et minières. Les 2 spécialistes apportent des réponses parfois déroutantes. Alors en fait, ça s'appelle Alpha Motor, j'ai découvert ça très récemment. Mais ça vous donnera un peu la cartographie de ce que pourrait ressembler le véhicule de déplacement domicile-travail du futur. Je vous rappelle, un des problèmes qu'on a, c'est l'encombrement. En gros, vous avez 2 solutions. Vous prenez la voiture, soit vous la coupez dans la largeur, ça s'appelle une Smart, soit vous la coupez dans la longueur, ça s'appelle Alpha Motor. Il y a des gens qui préfèrent les Smart, peut-être d'autres préféreront celle-ci. Mais vous voyez qu'on est sur une voiture qui fait 500 kg, qui a une batterie toute petite, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir une grosse batterie, puisqu'on est léger, et qui reste, entre guillemets, qui sera bientôt accessible. On a un petit prolongateur d'autonomie. Et au lieu de se trouver en panne au bout de 100 km, eh bien, on peut faire 300 km, 400 km de manière assez sereine et sans attendre la Gigafactory d'Elon Musk qui, de toute façon, ne permettra jamais de les faire, puisqu'on ne pourra pas se la payer. Enfin, j'aimerais beaucoup qu'on puisse tous rouler en Tesla S, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Alors, il y a d'autres exemples. On va regarder un autre
parce que ça c'est intéressant mais ça n'est pas sorti. Ça c'est intéressant mais c'est sorti il y a longtemps. La Mathis-Sandro, 1946, 3 roues, 3 personnes, 385 kg à vide, 3,40 m, 3,5 litres au 100, fabriqué il y a 2 fois 33 ans. Voilà, donc quand les gens vous expliquent que c'est impossible, bon, bah peut-être que ça l'est, mais en 1946, on a réussi. Il s'appelle Claude Vartel, ingénieur arts et métiers, promotion Lille 1964. Il est l'ancien chef du département machines et commandes du CETIM. À l'origine du cœur bioartificiel Carmat, inventé par le professeur Alain Carpentier, il nous raconte l'histoire de cette incroyable aventure médico-industrielle. Quelle était la difficulté majeure? Vous parliez tout à l'heure de problèmes de place, d'encombrement. C'était une des difficultés majeures? Tout le long du projet, aussi bien sur le plan des actionneurs que sur le plan des ventricules, de l'actionnement et tout ça. C'était la course à gratter des millimètres. Je dis bien des millimètres. C'était vraiment le problème d'encombrement, le problème majeur. En plus, parce que je ne parle pas des problèmes d'hémocompatibilité, mais ce n'était pas moi qui les réglais, c'était le professeur Carpentier. Donc il y a les deux. C'est ainsi que s'achève notre première édition. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec notamment un reportage sur l'inauguration de la plateforme Vulcain à Metz ou encore la brosse à dents connectée développée par un ingénieur arts et métiers. Au revoir Catherine et au revoir à tous. Au revoir.